ولن نساوم على الحق أو الثوابت. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, oui au dialogue avec le Hezbollah, non à la présence de leurs armes. C'est le message du Premier ministre Hariri au quotidien égyptien Al-Ahram à la veille d'une visite officielle au Caire. La plupart des appareils électroniques sont désormais bannis par les États-Unis dans les vols en provenance de 8 pays à majorité musulmane. L'Union européenne et la Chine imposent des restrictions sur les exportations brésiliennes après le scandale de la viande avariée. Les circonstances ne sont pas adéquates pour une rencontre avec le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Ce sont les mots du Premier ministre Saad Hariri dans des déclarations au quotidien égyptien Al-Ahram. Hariri a précisé que le dialogue se poursuivait avec le Parti de Dieu, mais que son camp demeurait inflexible face à la présence des armes du Hezbollah. Et je cite, « Nous continuerons de refuser la présence d'armes en dehors des services de l'État ». Le chef du gouvernement a par ailleurs dénoncé l'intervention militaire du Hezbollah en Syrie, soulignant que son parti et le Hezbollah s'accordaient toutefois sur certains points, notamment le refus d'un conflit sunnite-chiite et le bon déroulement du travail gouvernemental. Je vous rappelle que le Premier ministre est attendu demain au Caire, où il doit rencontrer le président Al-Sisi et plusieurs hauts responsables du pays. Et au Grand Sérail, le chef du gouvernement a reçu ce matin le ministre de l'Éducation Marouane Amadé, accompagné d'une délégation d'enseignants et du secondaire. L'occasion pour les professeurs d'évoquer avec Hariri leurs revendications, des mesures salariales plus importantes, davantage de protection sociale et surtout le passage au statut de cadre. Les enseignants ont également exprimé leur mécontentement vis-à-vis de la nouvelle grille des salaires et des mesures touchant leur secteur. Dans une brève déclaration à la presse, le ministre de l'Éducation s'est dit optimiste quant à l'engagement du chef du gouvernement à améliorer les conditions de travail des enseignants. Réunion hebdomadaire du bloc parlementaire du président de la Chambre, Nabi Berri. Selon le bloc, le torpillage de la dernière séance plénière du Parlement qui examinait le projet de loi sur la grille des salaires serait lié à un règlement de compte politique. Deux objectifs. Le premier était de saboter l'adoption de la grille des salaires au bénéfice des banques et de ceux qui exploitent les biens-fonds maritimes. Et le second était de régler des comptes politiques liés à la loi électorale. Par ailleurs, le bloc du président de la Chambre, qui a rencontré hier soir le Premier ministre Saad Hariri, a souligné la nécessité qu'une nouvelle loi électorale soit adoptée dans les prochaines semaines. Dans le reste de l'actualité, le 15 mars 2011 débutait le soulèvement en Syrie. Depuis, le pays a sombré dans une guerre aux acteurs multiples et au lourd bilan, plus de 300 000 morts. 6 ans après le début du conflit, le régime de Bachar el-Assad est toujours en place grâce à ses alliés russes et iraniens. L'opposition a perdu son bastion d'Alep et le groupe État islamique est en recul. Les négociations relancées en février à Genève bloquent toujours sur la question de la transition. Perrine Kettels nous en dit plus. Une guerre sanglante qui a commencé par un espoir de liberté, de justice et de dignité selon le premier slogan de la révolution. 2011, début des printemps arabes, le peuple syrien réclame le départ du dictateur Bachar al-Assad. À Daraa, des adolescents qui manifestaient sont arrêtés et torturés. Le pays s'embrase, c'est le début de la guerre civile. Les grandes puissances internationales se divisent. D'un côté, les partisans du régime de Bachar al-Assad, la Russie, la Chine et l'Iran, et de l'autre, de l'armée syrienne libre, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France en tête. En 2013, la guerre civile connaît un tournant. Selon les rebelles, le gouvernement aurait utilisé des armes chimiques contre des civils, tuant notamment plus de 400 enfants. Mais ni les États-Unis ni la Grande-Bretagne ne réagissent, craignant de s'embourber dans le conflit. Du fait de cette impuissance, une nouvelle menace naît dans le brasier syrien, le groupe État islamique. En 2014, il proclame un califat islamique entre l'Irak et la Syrie. L'ennemi a un nouveau visage. La nuit dernière, sur mes ordres, les forces armées américaines ont ciblé le groupe État islamique en Syrie. En 2015, la Russie entre en scène. Des soldats russes sont identifiés auprès de l'armée régulière syrienne dès le mois d'août. Et fin septembre, Vladimir Poutine annonce officiellement une intervention dans le pays.
Les tensions montent. La Russie est accusée de frapper non pas le groupe État islamique, mais des rebelles modérés et même des civils. Mais en 2016, victoire pour la Russie et le régime de Bachar el-Assad, qui reprennent notamment Alep, l'un des bastions des rebelles syriens. Alors qu'aucune solution diplomatique n'est sur la table, le nombre de victimes continue à augmenter. En 6 ans de guerre, 300 000 personnes ont perdu la vie et des millions de Syriens ont quitté le pays. Je vous le disais en titre, la plupart des appareils électroniques sont désormais bannis par les États-Unis dans les vols en provenance de 8 pays à majorité musulmane. Les autorités américaines ont donné 4 jours aux compagnies concernées pour mettre en œuvre cette interdiction. Seront interdits en cabine tous les appareils plus gros que les smartphones, comme les ordinateurs portables, les tablettes ou encore les consoles de jeux. La correspondance de Gallagher Fenwick à Washington. Une décision qui a été prise par le ministre de la Sécurité, le secrétaire d'État à la Sécurité intérieure, John Kelly, sur la base de renseignements faisant état donc que des groupes terroristes seraient en train d'essayer de chercher de nouveaux moyens de perpétrer des attentats sur des vols en utilisant des biens de consommation et peut-être électroniques, ce qui explique donc cette interdiction qui sera mise en application d'ici 96 heures d'apporter à bord des appareils, donc vous l'avez dit, des ordinateurs, des tablettes, mais aussi tout engin électronique qui serait plus grand qu'un téléphone, donc des consoles de jeux également. C'est 8 pays qui sont concernés: la Jordanie, l'Égypte, la Turquie, l'Arabie Saoudite, le Koweït, le Qatar, les Émirats Arabes Unis et le Maroc. Donc ces appareils électroniques devront aller en soute. Attention en revanche, les compagnies aériennes américaines qui affrètent des vols sur ces destinations en provenance de son pays, elles ne sont pas concernées. Mais vous avez raison, c'est énormément de personnes qui vont être concernées, puisqu'on parle tout de même d'une 50aine de vols par jour en provenance de ces 8 pays, une dizaine d'aéroports, comme vous l'avez dit. Et il faut rappeler que notamment parmi les aéroports concernés, il y a Dubaï ou encore Doha, qui sont de véritables hubs pour énormément de passagers qui transitent par là en provenance de l'Afrique, de l'Asie, à destination des États-Unis. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info, un débat entre les 5 principaux candidats à l'élection présidentielle française avant le premier tour. C'était du jamais vu au cours de la Ve République. Cette confrontation diffusée hier soir à la télévision a permis un recentrage sur les programmes politiques après des semaines de concentration sur les affaires judiciaires. Mais elle n'a guère convaincu les observateurs de la presse et de la communication. Les Français, dont pas moins de 15 millions, restent encore indécis, sont restés un peu sur leur faim. Benoît Hamon, François Fillon, Emmanuel Macron. L'un des 5 sera le prochain président de la République. Marine Le Pen. Hier soir, ce n'était pas un jeu télévisé. Le débat fut plutôt respectueux mais rude sur à peu près tous les sujets, avec des passes d'armes nombreuses. La première, sur la question de la laïcité. Vous voulez pas voir... Côté, non mais vous ne voulez pas voir la réalité de la gravité de ce qui se passe dans notre pays. Bien, il n'en demeure pas moins qu'il y a quelques années, il n'y avait pas de burkini sur les plages. Je sais que vous êtes pour M. Macron, mais il n'y en avait pas. S'il vous plaît. Et chaque année... Madame Le Pen, vous serez gentille. C'est ce que vous avez déclaré, non? Je ne vous fais pas parler, je n'ai pas besoin d'un ventriloque. Je vous assure, tout va très bien. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis clairement, c'est mon habitude. Alors que pensez-vous du burkini, monsieur? Je l'ai dit très clairement, ça n'a rien à voir avec la laïcité parce que ça n'est pas cultuel, c'est un sujet d'ordre public. Deuxième sujet ultra sensible dans le débat, les affaires. Et une mise au point signée Jean-Luc Mélenchon. J'ai admiré vos pudeurs de gazelle. Quand vous dites que la campagne a été polluée, je ne parle pas pour vous, madame, a été polluée par les affaires de certains d'entre vous, pardon, pas moi. Non mais je tiens à le préciser. Ici, il n'y a que 2 personnes qui sont concernées, M. Fillon et Mme Le Pen. Ça pourrait venir. Les 3 autres, nous n'avons rien à voir avec tout ça. Alors s'il vous plaît, ne nous mettez pas dans le même sac. Échange plus classique droite-gauche sur la question du temps de travail et des 35 heures. Comment les Français sont ceux qui travaillent le moins en Europe? Vous plaisantez? Vous voulez avoir quoi? Le nombre d'heures de travail de la Roumanie?
C'est ça que vous voulez? Pas du tout. Ça veut dire que dans notre économie, monsieur Fillon, Mélenchon, à l'Allemagne, dans notre économie, à la Hollande, au Danemark, à la Suède, non, monsieur, à la Finlande, à la Grande-Bretagne, pas à la Roumanie, enfin. La Roumanie est celle qui a le plus nombre d'heures de travail. Avoir de débat économique dans notre pays. Enfin, sur la sortie de l'euro, préconisée par Marine Le Pen. Le vrai serial killer du pouvoir d'achat des Français, c'est Madame Le Pen, avec la sortie de l'euro et le rétablissement du franc. Monsieur Fillon, ça s'appelle le projet peur. Non, c'est la réalité. Ça a été utilisé avant le Brexit, ça a été utilisé avant l'élection de Donald Trump. Certains ont observé une tendance hier pendant le débat. François Fillon a totalement raison d'ailleurs. Emmanuel Macron, souvent d'accord avec ses voisins, notamment François Fillon. Hier néanmoins, on a bien vu, sinon 5 programmes, tout au moins 5 styles, s'affirmer à un mois du premier tour. Les autres candidatures. Direction le Brésil maintenant, après le scandale de la viande avariée, c'est le temps des sanctions. L'Union européenne et surtout la Chine ont imposé des restrictions sur les exportations brésiliennes de viande. Mais la liste pourrait encore s'allonger et le Brésil craint un désastre pour la filière de la viande. Ashreen Verdian nous en dit plus. Dans ce laboratoire d'analyse de Rio, les échantillons de viande en provenance des différents marchés de la ville sont scrupuleusement examinés. Des contrôles renforcés depuis la révélation vendredi du scandale de la viande avariée. Nous vérifions la présence de corps étrangers. Si le produit a été altéré, maquillé avec une substance, des agents de conservation, des additifs qui sont mis dans la viande pour masquer la détérioration du produit. Depuis le démantèlement d'un réseau de commercialisation de viande avariée, 3 entrepôts frigorifiques ont fermé, 33 fonctionnaires ont été destitués et des enquêtes ont été lancées dans une vingtaine d'usines. Mais le mal est fait. L'Union européenne et la Corée du Sud ont restreint leurs importations. D'autres les ont même suspendues, comme la Chine, deuxième importateur de viande brésilienne. Face à la catastrophe économique qui s'annonce, les autorités multiplient les déclarations rassurantes. Le secteur de l'agrobusiness est très important pour le Brésil et il ne peut pas être terni par une minorité qui peut être contrôlée et punie si nécessaire, mais elle ne peut pas compromettre tout le système. Les autorités craignent que d'autres pays ne ferment leurs portes à la viande brésilienne. Une catastrophe potentielle alors que le secteur emploie plus de 7 millions de personnes et représente 15% des exportations du pays et dans un contexte de crise économique et politique déjà majeur au Brésil. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. En ce 21 mars, bonne fête des mères à ma maman et à toutes les mamans du monde. Très bonne suite de programmes sur notre antenne. المكان المحتمل وكما قلت لا نعرف أين الهواتف المنسوبة إلى السيد مرعي خلال هذه الفترة أيضا ويمكن أن نرى أنه لأكثر من ساعة لمدة ساعة ونصف